Notre prochain conférencier est Maître Franck Mariage. Franck Mariage s'est joint au groupe de droit des sociétés de Fasquelle-Martineau en juin 2012. M. Mariage pratique dans les secteurs du droit des valeurs mobilières, droit de société et droit minier. En effet, au cours de sa pratique, il a développé une expertise particulière sur les questions d'ordre juridique touchant l'industrie minière. M. Mariage représente principalement des sociétés d'exploration minière et les accompagne dans leur cheminement devant mener à la découverte d'un gisement, soit au Canada ou ailleurs, à sa vente ou à sa mise en production. Il est spécialiste des questions touchant les sociétés d'exploration et des défis juridiques auxquels elles doivent faire face. Son expertise est d'ailleurs reconnue au Canada puisqu'il a été nommé dans le Canadian Expert Directory depuis 2012 dans le secteur du droit minier. Il est également nommé depuis 2011 dans le répertoire Best Lawyers du Canada dans le secteur des ressources naturelles. Ce mariage s'implique dans son industrie depuis 2007 en tant qu'administrateur et membre du comité exécutif de l'Association de l'exploration minière du Québec. Il agit également à titre de conférencier pour la Bourse de valeurs de croissance TSX, à l'occasion de séminaires sur la gestion d'une société inscrite en France. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être ici cet après-midi. Permettez-moi tout d'abord de remercier la chaire d'entrepreneuriat minier et aussi le professeur Gibrac et l'Université de Montréal, maintenant Nantel. Merci beaucoup de m'avoir invité et de l'occasion de vous faire cette présentation. Alors j'ai intitulé ma présentation un pas en avant, parce que c'est ce que je pense d'abord et avant tout. Et j'ai aussi parler de la délicate réforme du régime minier québécois. Je dis délicate parce que je crois qu'au cours des dernières années, rarement a-t-on vu une industrie autant sous les projecteurs, scrutée à la loupe, l'objet de beaucoup de plaintes, et ça n'a pas été facile d'en arriver à une entente, je crois, qui a été satisfaisante, pour tous les acteurs de l'industrie. Un peu mon plan de présentation. Je n'irai pas dans l'ordre du projet de loi. Je vais y aller au fur et à mesure avec évidemment ce qui est important au niveau du projet de loi. Alors vous avez un peu le plan là. Au niveau de l'introduction, bon, le projet de loi a été, son adoption a été faite en décembre dernier. Suivait la chute du projet de loi 43 qui avait été battu au niveau de l'adoption de principe à l'Assemblée nationale. Et ça s'est fait vraiment à la dernière minute, un appel député François Bonnardel au gouvernement du Parti québécois pour essayer d'en arriver à une entente assez rapide. Alors ça a commencé avec un appel et ça s'est fini par des négociations de dernière minute dans le bureau de Stéphane Bédard, le leader du gouvernement, et aussi le président du Conseil du Trésor. Évidemment, ce que je considère être un mythe, je crois qu'on a beaucoup entendu parler de la loi archaïque qui est la loi sur les mines. Je lisais d'ailleurs récemment un reportage dans un journal réputé qui parlait des différents enjeux électoraux, et encore une fois, on faisait référence à la loi archaïque qui était la loi sur les mines. Simplement pour vous dire, Maître Langlois nous parlait un peu, la première adoption de la loi sur les mines a été faite en 1890 et elle a été modifiée plus de 115 fois. Alors, à mon sens, on est loin de parler de quelque chose qui est archaïque. D'ailleurs, je pourrais vous dire que la loi sur les mines de 1959 interdisait l'accès aux femmes au niveau sous terre et empêchait de poursuivre une fonderie pour ses émanations dans les cantons de Rouen et Holland. Je pense qu'on a fait du chemin depuis ce temps-là. Bon, alors comme je le disais, c'est la 4e tentative, projet de loi 70. Il y a eu deux tentatives sous le gouvernement libéral, qui était le projet de loi 79, projet de loi 14, tous les deux morts au feuilleton. Le projet de loi 43, introduit par la ministre des Ressources naturelles, Martine Ouellette, ce qui avait de différent, c'est que c'était une toute nouvelle loi sur les mines. Et malheureusement, comme j'expliquais tantôt, c'est un projet qui a été battu en chambre. L'adoption de principe a été refusée par les partis d'opposition.
Donc, le projet de loi 70 est une certaine réforme, une certaine modification à la loi sur les mines. Et outre ces modifications-là, on introduit aussi certains changements à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, ainsi que le règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts environnementaux. Bon, au niveau des objectifs de la loi, ce qu'on retrouve à l'article, à l'article 17, très simplement dit à l'ancienne loi sur les mines, on parlait de promotion d'activités minières tout en considération les utilisations possibles du territoire. On n'en disait pas plus. Avec la loi, le projet de loi 70, maintenant, on parle maintenant de la considération des autres utilisations possibles du territoire. La promotion des activités minières mentionnées doit être faite dans le respect du principe du développement durable, tout en assurant aux Québécois leur juste part des richesses générées par les ressources minérales. On a aussi ajouté d'autres objectifs: s'assurer de l'exploitation des ressources non ouvrables se fasse au bénéfice des générations futures, ainsi que le développement d'une expertise québécoise dans l'exploration, l'exploitation et la transformation des ressources naturelles. Évidemment, plusieurs vous diront que c'est une expertise qui existe déjà. Nous sommes réputés dans le monde, au Québec, pour notre expertise au niveau de l'industrie minière. Aussi, ce qui a été fait au niveau du projet de loi 70, c'est qu'on a introduit un préambule, donc un ensemble de considérations dont on doit prendre en compte au niveau de la loi sur les mines. On parle évidemment des ressources minérales comme un bien collectif pour les générations actuelles et futures. On dit que le secteur minier doit contribuer à bâtir l'identité québécoise et doit être source de fierté. Nécessité de favoriser l'utilisation optimale des ressources minérales de manière à créer un maximum de richesse pour l'ensemble de la population. Développer l'industrie minière dans le respect de l'environnement. Favoriser un développement associé aux communautés et intégré au milieu. Et nécessité de diversifier de façon durable les économies des régions. Alors, évidemment, qu'est-ce qu'on vise par l'introduction de ces considérants? Bien, évidemment, la loi, une fois qu'elle est devant les tribunaux, le tribunal va regarder la loi dans son ensemble et, évidemment, va regarder les objectifs de la loi. Qu'est-ce qu'on vise avant de rendre jugement, donc dans l'interprétation des différentes clauses. Alors, c'est pour ça qu'on a introduit ce préambule. Le projet de loi 70 a introduit un chapitre spécifique sur les communautés autochtones. Je n'irai pas en détail parce qu'il va y avoir une présentation plus tard sur l'obligation de consulter, etc. Et je ne suis pas un spécialiste de la question. Alors, je vais quand même simplement juste vous dire un peu qu'est-ce qui a été introduit par le projet de loi 70. Alors, la loi doit être interprétée de manière compatible avec l'obligation de consulter les communautés autochtones. La consultation se fera de manière distincte par le gouvernement lorsque les circonstances le requièrent. La prise en compte des droits et intérêts des communautés autochtones fait maintenant partie intégrante de la conciliation de l'activité minière avec les autres possibilités d'utilisation du territoire. Le ministre des Ressources naturelles élabore, rend public et tient à jour une politique de consultation de ces communautés propre au secteur minier. Évidemment, cette politique-là, elle n'est pas encore connue. Tout ce que nous avons pour l'instant, c'est un document qui date de 2008, qui est une politique intérimaire qui s'applique à l'ensemble des industries. Et en vertu de cette loi, la nouvelle loi sur les mines, on va avoir une politique spécifique pour les communautés autochtones, c'est-à-dire le secteur minier. Bon, alors quelle est l'étendue de l'obligation de consulter? Évidemment, je n'irai pas en détail là-dessus. Vous allez avoir une présentation plus tard sur le sujet. C'est évidemment d'abord et avant tout une obligation de la Couronne. C'est une décision de la Cour suprême du Canada. Il y en a eu des multitudes sur le sujet. Évidemment, on ne parle pas d'une obligation d'en arriver à une entente, mais de mener à bonne foi de véritables consultations. Et le contenu de l'obligation varie selon les circonstances. C'est vraiment du cas par cas. Et évidemment, plus la revendication autochtone est forte, plus le devoir de consulter est fort et nécessaire. Mais on n'introduit pas ici des obligations pour les compagnies minières, des obligations spécifiques, comme on l'a fait d'ailleurs en Ontario, au niveau de la loi sur les mines.
Mais en pratique, vous le savez, les compagnies minières entament la consultation des communautés autochtones aux premières étapes du projet. Ça se fait par des protocoles d'entente, ce qu'on appelle des MOU dans le jargon, des ententes de pré-développement, ententes sur les répercussions et les avantages, IBA, comme disait Maître Langlois. Ce sont des choses que l'on voit de plus en plus. Je sais, je lui ai participé, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas il y a une dizaine, douzaine d'années. Dès le départ, maintenant, les compagnies minières veulent consulter les Premières Nations et les communautés autochtones pour en arriver à des ententes de collaboration. Bon, maintenant, le projet de loi 70 a apporté certaines modifications aux différents titres miniers. Il y a tout d'abord le claim minier qui donne le droit à l'exploration. Il y a le bail minier qui est pour l'exploitation et les concessions minières, comme expliquait Maître Langlois, qui ne sont plus émises depuis 1966, mais dont certaines existent encore à ce jour. Bon, évidemment, le claim minier, c'est un droit réel immobilier qui est conféré à partir de la loi sur les mines et qui permet de faire l'exploration de substances minérales, sauf quelques exceptions. Ces exceptions sont le pétrole, le gaz naturel, la saumure, le sable, le gravier, etc. Je vais vous parler de ce qui est en vigueur depuis le 10 septembre 2013, c'est-à-dire depuis que le projet de loi 70 a été sanctionné. Il y a encore des dispositions de la loi qui ne sont pas encore en vigueur, qui vont arriver en vigueur une fois que le règlement sera adopté ou à une date fixée par le gouvernement, c'est-à-dire par décret. Pour l'instant, on va se concentrer sur ce qui est en vigueur en ce moment. Bon, pour renouveler un claim, on doit avoir fait les travaux et fournir des rapports au ministre 60 jours avant la date d'expiration du claim. Et il faut déposer un rapport, la forme est prescrite par règlement. Maintenant, ce qu'on a rajouté, c'est qu'il faut inclure les travaux pour lesquels une allocation pour exploration ou une allocation pour aménagement est mise en valeur avant production peut être réclamée en vertu de la loi sur l'impôt minier. Donc évidemment, les compagnies minières, quand elles n'émettent pas des actions accréditées pour se financer et qu'elles font des dépenses d'exploration, la loi sur l'impôt minier leur permet de faire certaines réclamations auprès du gouvernement, des espèces de crédits d'impôt, un peu comme de recherche et développement. Et le gouvernement rembourse un certain pourcentage de ces dépenses-là. Alors maintenant, on va obliger les compagnies à faire état de ces travaux-là dans leur rapport. Évidemment, comme c'était le cas avant la loi modificatrice, ces rapports sont publics. Par contre, et ça c'est une différence notable avec le projet de loi 43, tout ce qui est au niveau des sommes excédentaires qu'on pouvait réclamer en vertu de la loi sur l'impôt minier, mais ces parties-là, ces travaux-là seront maintenus confidentiels pour une période de 5 ans suivant la date des travaux. Ça, c'était une demande spécifique de l'industrie. Un autre point majeur au niveau renouvellement, c'est une disposition qui vise probablement à stimuler l'exploration. Si vous ne, évidemment, pour avoir un claim, le règlement fixe un nombre, un montant minimal pour lequel vous devez faire des dépenses sur votre claim. Avant, la pratique, c'est si on arrivait à la fin du claim et on ne dépensait pas les montants prescrits par règlement, on n'avait qu'à payer le montant qui restait pour renouveler. C'est encore possible de le faire, sauf que maintenant, nous devons payer le double du montant. Alors, les compagnies vont probablement préférer faire l'exploration que de payer des frais de renouvellement 2 fois plus élevés. Grosse différence avec l'ancienne loi. Petit principe en ce moment, en vertu de la loi sur les mines, on peut répartir sur un rayon de 4,5 km les dépenses qu'on fait à un endroit spécifique. Donc, si vous avez un claim ici avec plein de claims autour, sur un rayon de 4,5 km, vous pouvez répartir vos dépenses d'exploration. Parce que souvent, ça va arriver, vous pouvez mettre peut-être 500 000 sur un claim en particulier, mais 0 autour. Mais vous pouvez donc répartir pour garder le territoire intact et renouveler ces claims. Ça continue de marcher. Le principe demeure le même. Le projet de loi 43 voulait réduire ce territoire de 1 km. Ça a été abandonné, donc c'est toujours 4,5 km. Sauf que, évidemment, les détenteurs de baux miniers ou de concessions minières ne pourront plus faire cette pratique-là. Imaginez
Un bail minier, donc on parle d'une construction de mine, on parle de travaux d'exploration et d'exploitation dans les millions de dollars, ce qui permettait à tous les claims avoisinants de demeurer intacts et de pouvoir être renouvelés pendant une période indéfinie. Alors, le gouvernement a voulu stopper cette pratique-là et vous ne pouvez plus répartir les travaux faits spécifiquement sur un bail minier sur les claims avoisinants. Maintenant, il y a une procédure dans la loi qui permet au ministre de mettre fin à un claim pour le territoire puisse être utilisé à des fins d'utilité publique. Et maintenant, on fixe le montant de l'indemnisation. Donc, évidemment, si on va employer le terme exproprié, si on exproprie un détenteur de claim parce qu'on a décidé que le territoire devait être utilisé à des fins d'utilité publique, l'indemnité qu'on va lui verser se limite à un montant correspondant aux sommes dépensées pour l'exécution de tous les travaux effectués sur le titre, sur le claim. Ça, c'est une différence parce qu'avant, on devait procéder selon la loi sur l'expropriation. Alors, la loi sur l'expropriation, qui dit expropriation dit compensation pour la juste valeur du bien pour lequel on est exproprié. On parle de différences majeures au niveau des montants. Alors, depuis maintenant la loi modificatrice, on prévoit directement l'indemnité payable dans la loi, c'est-à-dire les montants en travaux qui ont été faits et pour lesquels des travaux ont été déposés auprès du ministre. Bon, je parle ici pour la première fois de territoire incompatible avec l'activité minière. Je vais en parler plus tard. Vous verrez qu'il y a une procédure spécifique pour les claims qui sont situés dans ces territoires-là. Et je vais en parler dans la section sur le rôle accru des autorités municipales. Là, on arrive dans la deuxième section, c'est-à-dire toutes les dispositions de la loi qui vont entrer en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du prochain règlement qui modifiera le règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure. Si vous me permettez, c'est un titre assez long, je vais dire règlement sur les substances minérales pour la suite de la présentation. On en a parlé tantôt dans les questions qui ont été adressées à Maître Langlois. Le titulaire du claim, il doit aviser le propriétaire, le locataire ou le titulaire d'un bail exclusif d'exploitation de substances minérales de surface et la municipalité locale dans les 60 jours de l'obtention de son claim pour le claim qui est situé sur ce territoire-là. Les modalités, comment faire pour aviser, qu'est-ce qu'on devra faire, ça va faire l'objet, évidemment, dans le règlement sur les substances minérales. On ne connaît pas encore la teneur, mais la procédure sera prévue dans le règlement. Autre changement, avant de commencer les travaux, il devra y avoir un préavis d'au moins 30 jours avant qu'on commence les travaux sur un claim. Maintenant, le titulaire du claim doit déclarer au ministre ainsi qu'au ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs toute découverte de substances minérales contenant 0,1% ou plus d'octaoxyde de triuranium dans les 90 jours de cette découverte. Le projet de loi 43, c'était 0,05%. Alors là, maintenant, on fixe la limite à 0,1% d'octaoxyde de triuranium. Et c'est évidemment dans les 90 jours de cette découverte. Maintenant, on va parler un peu au niveau des dispositions qui s'appliquent aux claims qui entreront en vigueur par décret. Donc, une fois que le gouvernement en aura décidé. À chaque anniversaire du claim, le détenteur devra transmettre au ministre un compte-rendu des travaux qui ont été effectués dans la dernière année. Donc, à chaque anniversaire. Un claim a une durée de vie de 2 ans. Et mais évidemment, les compagnies les renouvellent au fur et à mesure qu'ils font leurs travaux. Donc, à chaque année, il faudra, en plus des rapports à faire pour le renouvellement du claim, on aura des rapports à faire au ministre. Autre différence aussi, c'est au niveau des excédents de travaux. Je vous expliquais tantôt la procédure pour répartir des travaux d'exploration sur un haut de 4,5 km. On a maintenant limité
cette possibilité-là dans le temps. On pourra le faire pendant 6 périodes de renouvellement suivantes, donc on parle de 12 ans pour répartir les travaux. Et évidemment, ce qu'on vise ici, c'est à stimuler l'exploration. Avant, il n'y avait aucune limite. Encore une fois, le retrait des territoires incompatibles avec l'activité minière, ça va être examiné plus tard dans le rôle accru des autorités municipales. Parlons maintenant des dispositions qui s'appliquent aux baux miniers. Tout comme le claim minier, le bail minier est un droit réel immobilier conférant en vertu de la loi sur les mines qui permet l'exploitation de substances minérales, à l'exception de substances minérales de surface, du pétrole, du gaz naturel et de la saumure. Alors, quels sont les changements? Là, on a introduit le concept de l'étude de faisabilité et une étude d'opportunité économique et de marché. Alors, toute demande de bail va devoir être accompagnée d'une telle étude de faisabilité au niveau du projet, ce qui n'existait pas avant, ainsi qu'une étude d'opportunité économique et de marché sur la transformation. Vous le savez, la transformation du minerai est une priorité du gouvernement actuel. Le projet de loi 43 parlait d'études de faisabilité, ce qui inquiétait grandement l'industrie parce que des études de faisabilité, ça peut coûter très, très cher. Alors là, ici, on parle d'une étude d'opportunité économique et de marché. Je présume aussi que le gouvernement, dans le règlement sur les substances minérales, va venir un peu nous dire le format que devra prendre ces études-là. Bon, le titulaire du bail devra par la suite mettre à jour cette politique, cette étude d'opportunité de marché à la fin du bail initial qui est de 20 ans. Et ensuite, à chaque renouvellement, il y a 3 renouvellements possibles de 10 ans qui sont possibles. Donc, à chaque fois, mettre à jour son étude d'opportunité et de marché au niveau de la transformation. Il existe des extensions de 5 ans qui peuvent être accordées par le ministre au niveau du bail, mais la loi modificatrice ne dit pas si une compagnie devra à ce moment-là mettre à jour son étude d'opportunité. Ça reste à déterminer. Allons-y maintenant au niveau du plan de réaménagement et de restauration. Maître Langlois en a parlé un peu dans une question qui lui avait été adressée à la fin. Alors, le ministre doit approuver le plan de réaménagement et de restauration avant l'octroi de tout bail minier. Ça, c'est un changement majeur. Avant la loi modificatrice, la soumission du plan au ministre se faisait tout simplement avant le commencement des activités minières. Et le plan doit inclure une évaluation détaillée des coûts anticipés de réaménagement et de restauration. On verra plus loin, la garantie financière doit suivre aussi. Changement notable aussi du projet de loi 70, dans le cas d'une mine à ciel ouvert, le plan va devoir prévoir une analyse de remblaiement de la fosse. Évidemment, ça ne s'applique pas aux mines qui sont en exploitation en date du 10 décembre 2013. Et évidemment, ce qu'on vise, c'est toute exploitation future et à faire disparaître les open pits. Au registre minier, ces plans seront rendus publics. Et évidemment, cette publication-là, elle se fait pour fin d'information et de consultation parce que ça s'inscrit dans le cadre de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts environnementaux en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement. Alors évidemment, en publiant ça, le public a accès et lorsqu'il y aura des consultations, la compagnie pourra être questionnée à ce sujet. Autre modification, les fameux CA, en vertu sur la loi de qualité de l'environnement. La délivrance du certificat est nécessaire avant l'octroi du bail minier. Exceptionnellement, le ministre peut néanmoins octroyer le bail, même si le certificat d'autorisation n'a pas été obtenu, si les délais sont trop longs, il s'avère déraisonnable. Pour l'instant, qu'est-ce qui est déraisonnable? On ne sait pas trop. On essaie de voir si le gouvernement pourra le préciser dans son règlement sur les substances minérales. Un autre changement important, évidemment, la procédure de consultation. Ça, ce sont des modifications au règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement.
ça a fait l'objet d'une large couverture médiatique. Quand est-ce que la procédure du BAP doit enclencher? Avant, on parlait évidemment tout ce qui est projet d'exploitation de mines métallifères et d'asbestos, dont la capacité de production était de 7000 tonnes métriques par jour ou plus, ainsi qu'au projet de mines d'uranium. Maintenant, le plafond de 7000 tonnes est diminué à 2000 tonnes et nous avons aussi rajouté les mines de terre rare. Et des dispositions semblables s'appliquent aux usines de traitement de minerais pour ces mines. Le projet de loi a aussi instauré un processus particulier de consultation pour tous les projets qui se situent en dessous du 2000 tonnes métriques. Alors là, on parle, avant de faire une demande pour un bain minier, le demandeur devra procéder à une consultation publique selon les modalités qui vont être fixées par le nouveau règlement sur les substances minérales qui doit être adopté sous peu. Il devait être adopté sous peu, mais disons que probablement avec le processus électoral, l'adoption de ce règlement-là va être retardée quelque peu. Dans ce cas-là, le plan de réaménagement et de restauration doit être accessible au public au moins 30 jours avant le début des consultations. Et ensuite de ça, le demandeur d'un bail minier a l'obligation de déposer un rapport auprès du ministre et des Ressources naturelles et du ministre de l'Environnement une fois que la consultation a été complétée. Si le ministre est insatisfait de cette consultation, ou qu'elle n'a pas été menée plutôt de façon conforme au règlement, il peut imposer des mesures additionnelles à cet égard. Bon, évidemment, comme je vous expliquais tantôt, ces dispositions entreront en vigueur en même temps que le règlement, le nouveau règlement sur les substances minérales. Nouveauté aussi du projet de loi 70 au niveau de la maximisation des retombées économiques. Le gouvernement du Québec peut, je dis bien peut, exiger au moment de la conclusion d'un bail minier pour des motifs raisonnables. On ne sait pas plus pour l'instant. Ça fait juste partie des conditions d'octroi d'un bail. Tout ce qu'on nous dit, c'est que le gouvernement peut l'exiger. Alors, qu'entend-on par motif raisonnable? Est-ce qu'il va prévoir certaines de ces modalités-là dans le règlement sur les substances minérales? Ça reste à voir. L'instauration d'un comité de suivi maintenant. Alors, le titulaire d'un bail il aura l'obligation de mettre sur pied, dans les 30 jours qui suivent la délivrance d'un bail, un comité de suivi. Et ce comité devra rester en place jusqu'à l'exécution complète des travaux de réaménagement et de restauration. Donc, jusqu'à la fermeture de la mine et jusqu'à temps que le site soit restauré. Quelle est sa mission? Favoriser l'implication de la communauté locale sur l'ensemble du projet. Bon, le titulaire détermine la méthode pour le choix des membres et le nombre des représentants. Le titulaire du bail minier, évidemment. Par contre, on vient baliser un peu dans la loi la composition de ce comité. On doit retrouver un représentant du milieu municipal, un du milieu économique, un citoyen et, le cas échéant, un représentant d'une communauté autochtone qui aura été consulté par le gouvernement à l'égard de ce projet. Le comité devra être aussi composé majoritairement de membres indépendants du détenteur du bail minier. Bon, évidemment, il reste encore certains détails sur le comité de suivi qui vont être confirmés par règlement, dont les critères concernant l'indépendance des membres, les renseignements et documents que devra fournir le détenteur, le locataire, le détenteur du bail minier, et le nombre de rencontres par année. Et comme j'expliquais tantôt, ces dispositions spécifiques vont entrer en vigueur au moment où le gouvernement adoptera le règlement le nouveau règlement sur les substances minérales. J'en parlais tantôt, les garanties financières. Maintenant, ça doit correspondre au coût total anticipé des travaux de réaménagement et de restauration prévus au plan. Donc, le réaménagement et la restauration des aires d'accumulation, stabilisation géotechnique des sols, sécurisation des ouvertures et des piliers de surface, traitement des eaux et les travaux ayant trait au chemin.
Ça, c'est au même effet que certaines dispositions qui ont été adoptées par le gouvernement au mois d'août de 2013, qui ont été faites au règlement sur les substances minérales. Avant le 22 août, on devait seulement couvrir 70% des coûts anticipés liés au réaménagement et à la restauration seulement des heures d'accumulation. On parle pour 15% pour les projets antérieurs au 9 mars 1997. Donc ça, c'est un changement majeur. Avant, 70% des coûts des heures d'accumulation seulement. Et maintenant, on parle 100% des coûts de la restauration complète du site. Quand est-ce qu'elle doit être versée maintenant, cette garantie financière? Eh bien, c'est en 3 versements. Le premier versement, 50% du coût total, qui doit être versé dans les 90 jours suivant l'approbation du plan de réaménagement et de restauration. Je vous avais expliqué tantôt que ce plan doit être accompagné d'une estimation des coûts totaux pour la restauration. Alors, une fois que ce plan est approuvé par le gouvernement, par le ministre plutôt, dans les 90 jours de l'approbation, la compagnie doit verser 50% du montant. Au niveau des versements subséquents, on parle de 25% par 2 versements aux 2 prochains anniversaires de l'approbation du plan. Donc, sur une période essentiellement de 2 à 3 ans, 100% des coûts de restauration des sites miniers futurs seront placés auprès du gouvernement. Évidemment, ce qu'on vise, c'est les sites orphelins, pour ne plus que ça arrive. Évidemment, c'est un changement parce qu'avant les modifications, le paiement pouvait être fait tout au long de l'exploitation de la mine. Pour un bail minier dont le plan ou une concession dont le plan a été approuvé avant l'entrée en vigueur de ces modifications, ils ont 1 an pour se conformer. Donc à partir du 22 août 2013. Qu'arrive-t-il maintenant s'il y a des conflits avec d'autres utilisations du territoire? Bien, le ministre peut assortir toutes conditions qu'il juge nécessaires pour éviter les conflits avec d'autres utilisations du territoire. On verra plus tard un peu, quand je vais parler du rôle accru des municipalités, un peu, qu'est-ce qui risque d'arriver. Quels sont les effets probables de ces modifications? Évidemment, ça va prolonger les échéanciers de développement des projets miniers. On parle aussi forcément d'une augmentation des coûts initiaux et une augmentation des démarches, procédures, obligations, surtout au niveau des premières étapes du projet. Donc, des délais possiblement plus longs avant le début des opérations minières. Et le ministre pourra aussi ajouter des conditions additionnelles pour l'octroi des baux miniers. Je vais vous parler maintenant brièvement des concessions minières. Brièvement parce que, comme l'expliquait M. Langlois tantôt, elles ne sont plus émises depuis 1966. Et il y en reste à peu près 170 au Québec qui sont toujours en vigueur. Tout comme le claim et le bail, c'est un droit réel immobilier conféré en vertu de la législation minière antérieure qui permet l'exploitation minière de substances minérales souterraines. Évidemment, ces concessions minières couvrent typiquement plus de terrain qu'un bail minier. Ce sont de vieilles concessions. Je crois, si je ne m'abuse, le site minier de Sigma, qui évidemment n'est plus en opération parce que la compagnie qui l'exploitait a fait faillite, mais la grosse mine pas loin de Val-d'Or, l'exploitation minière, là, ça fait en vertu d'une concession minière. J'en parle brièvement parce que l'ensemble des nouvelles dispositions de la loi sur la garantie financière, l'obligation de déposer des rapports, etc., s'applique maintenant aussi aux concessions minières. Le processus environnemental est aussi le même maintenant, au niveau de l'évaluation, comme je vous l'expliquais. Évidemment, maintenant, particularité, c'est que dans un délai de 5 ans, à partir du 10 décembre 2013, si un détenteur de concession minière n'a pas commencé les activités minières, alors il pourra perdre son titre. Ce qu'on vise là, évidemment, ce sont les concessions minières dormantes. Donc, s'il n'y a pas d'exploitation dans une période de 5 ans après le 10 décembre 2013, son titre pourra être évoqué. Aussi, on fixe certaines obligations pour les détenteurs de concessions minières d'exécuter certains travaux à un coût minimal prescrit
dans l'année qui suit l'adoption du projet de loi 70 et avant le commencement des opérations minières, et ça pour chaque année subséquente. Donc, ça ne sera pas suffisant de juste commencer les opérations minières dans les 5 ans, mais aussi on va devoir faire des travaux à tous les ans. Et il faut faire un rapport annuel au ministre. Comme j'expliquais, c'est clairement un incitatif pour les concessions minières dormantes, plus que la révocation de ce titre est possible par le ministre. Et comme je vous expliquais, il en reste 170 toujours en vigueur. Parlons maintenant de l'expropriation. L'expropriation se retrouvait dans les articles 235 et 236 de la loi sur les mines. Ces deux articles ont été fusionnés par le projet de loi 70. Les changements notables, on ne parle que d'expropriation maintenant uniquement pour des fins d'exploitation minière. Exproprier un propriétaire de terrain pour l'exploration n'est plus possible aujourd'hui. Personnellement, je n'ai pas souvenir que ça soit fait dans un futur récent. Je crois que la dernière expropriation qui a eu lieu pour de l'exploration remonte aux années 80. Mais ce n'est plus possible maintenant, c'est uniquement pour l'exploitation. On a aussi rajouté les cimetières autochtones à la liste des cimetières qui ne peuvent être expropriés. Aussi, nouveauté, si ça comprend l'acquisition d'un immeuble résidentiel ou d'un immeuble utilisé à des fins agricoles et situé sur une terre agricole, alors le titulaire du droit minier devra débourser les honoraires de services professionnels nécessaires à la négociation visant l'achat de cette bâtisse, jusqu'à un montant maximum représentant 10 % de la valeur de l'immeuble au cours de l'évaluation foncière. En aucun cas, un immeuble résidentiel ne pourra être déplacé ou démoli avant la délivrance d'un bail. Donc ça, ce n'est plus possible. Vous vous souviendrez tous, la compagnie minière Cisco avait, par accord avec les propriétaires, déménagé certaines maisons à l'autre bout de la ville de Malartic. Et ils l'avaient fait, si je ne m'abuse, avant d'avoir obtenu le bail minier. Maintenant, en vertu de la nouvelle loi, ce n'est plus possible. Bon, en l'absence d'une acquisition de part entente d'un droit réel ou bien nécessaire pour accéder au terrain, le propriétaire devra obtenir l'autorisation ou la permission écrite 30 jours avant du propriétaire pour pouvoir accéder au terrain. Parlons maintenant du rôle accru des municipalités. J'ai fait référence dans quelques chapitres de ma présentation parce qu'on a introduit certains concepts qui sont importants de réviser. La loi modificatrice vient modifier la loi sur l'aménagement et l'urbanisme de façon à conférer aux autorités municipales et régionales un rôle accru dans la gestion d'activités minières, en vertu des pouvoirs qu'ils ont en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Chaque MRC, donc Munition régionale de comté, est habilité à délimiter dans un schéma d'aménagement un territoire incompatible avec l'activité minière. Il s'agit ici du nouvel article 304.1.1 de la loi. Alors, les substances minérales qui font partie du domaine de l'État et se trouvant dans un territoire ainsi délimité sont soustraites à toute activité minière. La prospection, l'exploration, l'exploitation. Et ce, à compter de la reproduction de ces territoires sur les cartes conservées au bureau du registraire. Bon, le NMRC, c'est un organisme public régional auquel la loi sur l'aménagement et l'urbanisme accorde certains pouvoirs d'aménagement et d'urbanisme dans une région, avec un processus de consultation locale municipale. Donc, lorsqu'elle concorde des plans, des schémas d'aménagement. Et c'est à ce moment-là que les MRC devront délimiter qu'est-ce qu'un territoire incompatible avec l'activité minière. Et justement, qu'entend-on par un tel territoire? Bien, c'est un territoire dans lequel la viabilité des activités serait compromise par les impacts engendrés par l'activité minière. Je vous ai reproduit texto la définition qui apparaît dans le projet de loi 70. Comment ça va s'opérer maintenant?
Alors, il y aura des orientations gouvernementales qui seront émises, qui n'existent pas encore, mais qui seront émises pour permettre au MRC, justement, dans la détermination de leur schéma d'aménagement, comment procéder pour délimiter ces territoires. C'est aussi l'intention du gouvernement de procéder à cet exercice en collaboration avec les associations minières québécoises et ainsi celles représentant le milieu municipal. C'était une demande non seulement de l'industrie, mais aussi des municipalités, que le gouvernement procède de cette façon. Il y aura évidemment une certaine mesure de contrôle, puisque, en vertu de la loi de l'aménagement et de l'urbanisme, les MRC doivent déposer auprès du ministre des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire, le MAMRO pour les initiés, ces territoires, ces schémas pour approbation. Et il y a une certaine mesure de contrôle en cas de non-respect des MRC, des directives dans la délimitation des territoires incompatibles. Et donc, en vertu de la loi telle qu'amendée, le MAMRO peut demander une modification aux orientations. L'entrée en vigueur maintenant de cet article sera par décret, une fois que le gouvernement sera prêt, sans doute une fois que les directives seront élaborées. Le but derrière ça, la raison pourquoi ce n'est pas encore en vigueur, c'est qu'il faut laisser au MRC le temps de redéfinir leur schéma d'aménagement et de mettre sur les cartes les territoires qui seront incompatibles avec l'activité minière. Ça ne se fait pas tout seul. Il y a un processus de consultation qui va se faire auprès de la population locale. Et on croit que ça va probablement prendre jusqu'à 2 ans avant que ça soit complété. Et c'est pour cette raison-là que ce n'est pas encore en vigueur. Il y a par contre des dispositions transitoires prévues par le projet de loi 70. Et en ce moment, les substances minérales qui font partie du domaine de l'État, qui sont compris dans ce qu'on appelle des périmètres urbanisés, qui sont reproduits sur les cartes, qui sont conservées au bureau du registraire, sont soustraites à toute activité minière. Il y a une exception. Elle s'applique aux substances minérales comprises dans un territoire faisant l'objet d'un droit minier obtenu avant le 10 décembre 2013. On parle évidemment ici d'une certaine reconnaissance des droits acquis. Donc, les détenteurs de claims, c'est l'exemple le plus simple, une compagnie ou un détenteur de claims minier qui est situé à l'intérieur d'un périmètre urbanisé, lui, son titre continue d'être en vigueur, mais il y a évidemment des modalités en vertu desquelles son titre va continuer d'être en vigueur. Alors, regardons quelles sont ces modalités. Il ne pourra être renouvelé que si des travaux y sont effectués au cours de toute période de validité postérieure à la délimitation de ce territoire. Donc ici, plus de possibilité d'appliquer des excédents de travaux antérieurs pour renouveler les claims. On repart à zéro. Si le claim est situé dans un tel territoire, il va falloir uniquement appliquer les travaux faits postérieurement. Et la fameuse règle qui permettait à un détenteur de claim de renouveler son claim en payant au ministre les sommes au lieu des travaux, cette règle-là ne s'applique pas non plus aux détenteurs de claim qui sont situés sur ces territoires. On parle donc évidemment d'une reconnaissance de droits acquis, mais pour être en mesure de conserver ce droit-là, il va falloir que les compagnies ou les détenteurs de claim continuent à faire de l'exploration sur le territoire. Le projet de loi 70 aussi a introduit certaines obligations d'information au niveau des détenteurs de droits miniers. J'en ai parlé brièvement. Des rapports qui indiquent la valeur du minerai extrait au cours de l'année précédente, les droits versés en vertu de la loi sur l'impôt minier, l'ensemble des contributions qu'il a versées ou autres renseignements déterminés par règlement. Ces informations ainsi que le plan de réaménagement de restauration approuvé par le ministre et le montant total de la garantie financière seront désormais rendus publics. Petite exception, toutes les ententes conclues avec une communauté ne sont pas rendues publiques et ne peuvent être utilisées qu'à des fins statistiques. Évidemment, ce qu'on vise surtout ici, ce sont les ententes avec les communautés autochtones qui ne seront pas publiques.
Les obligations de divulgation sont alourdies pour ceux qui demandent des bails miniers. On parle d'études de faisabilité, d'opportunités économiques sur la transformation et le ministre peut demander tout document et tout renseignement relatif au projet minier. Au niveau des sanctions, simplement pour vous dire que les amendes ont tous été doublées, triplées. Et c'est surtout pour s'enligner avec la loi sur la qualité de l'environnement. Les conclusions maintenant de ce projet de loi 70, ce sont d'abord et avant tout le résultat d'un consensus entre les partis politiques à l'Assemblée nationale, avec l'apport de certaines associations, autant l'industrie minière que le secteur municipal et d'autres groupes. Les zones grises demeurent, c'est-à-dire quelles sont les prochaines modifications au règlement sur les substances minérales, quelles seront les directives gouvernementales au niveau des territoires incompatibles avec l'activité minière et surtout la politique de consultation avec les communautés autochtones. Il y a eu des modifications à la loi sur l'impôt minier qui ont été annoncées par le ministre de l'Économie et des Finances en mai 2013. Elles ont fait aussi l'objet de certaines annonces dans le dernier budget. Et maintenant, avec le processus électoral, il va falloir voir qu'est-ce qui va se passer avec ces modifications-là. Évidemment, outre la protection de l'environnement et le développement durable, les principes de consultation locale et l'acceptabilité sociale font l'objet d'une attention croissante et à juste titre. Et on espère qu'il y aura un bon équilibre entre ces principes et le développement de l'activité minière. Malgré certaines réserves et certainement des défis additionnels pour l'industrie, plusieurs s'attendent à ce que la loi modificatrice contribue positivement en atténuant les inquiétudes concernant l'activité minière au Québec. Il y a un souhait aussi que la perception du Québec par l'industrie minière comme un endroit plus prévisible au niveau de sa réglementation et une juridiction plus attrayante. Évidemment, vous avez vu le dernier sondage de l'Institut Fraser qui plaçait le Québec au 21e rang des endroits au monde pour l'activité minière. Nous étions premiers en 2007. Dernière note peut-être, évidemment, la qualité de la mise en œuvre par les autorités gouvernementales sera un facteur essentiel au succès de la nouvelle réglementation. Merci beaucoup. Merci, M. Mariage. Vous avez le temps pour quelques questions. On va prendre un micro parce que si vous voulez être entendu jusqu'à cette île, il va falloir parler fort. Oui, Marc Carpin, SNC-Lavalin. Le seuil déclencheur pour les études d'impact de projet minier a été abaissé de 7 000 à 2 000 tonnes jour. Vous avez dit que pour les petits projets de 2 000 tonnes moins, il va y avoir un régime spécial pour les consultations et le plan de restauration devra être déposé 30 jours avant. Par contre, concernant les projets de 2000 et plus, quel va être le timing pour le plan de restauration pour que ça soit... J'imagine que lors des audiences du BAP, le plan de restauration va faire l'objet forcément d'un examen aussi. Le plan de restauration est déposé en même temps que la demande de bail. Et le ministre immédiatement rend ça public. Donc, lorsqu'il y a une demande de bail, le plan doit être prêt. Les coûts détaillés doivent être disponibles et tout est rendu public par le ministre. Mais la demande de bail par rapport parce que ce qui déclenche un peu le processus d'examen, c'est l'avis de projet. Mais le timing entre le plan de restauration, l'avis de projet et la demande de bail, comment ça va s'amener tout ça? C'est une bonne question, ça reste à voir. Je suis désolé, effectivement, ça reste à voir. Merci. Question? Oui, bonjour, Benoît Belletto, merci pour la présentation. Vous avez mentionné tout à l'heure qu'il y aurait une possibilité d'une expropriation par le ministre pour un claim pour les motifs d'intérêt public, sachant que le ministre est au courant des travaux d'exploration, puis peut être par conséquent au courant de la vraie valeur et des vraies réserves et ressources découvertes sur un claim. Est-ce qu'il y a des indications par rapport à ce que constitue l'intérêt public? Est-ce qu'il y a des moyens de se protéger contre ce pouvoir du ministre qui pourrait être utilisé pour une expropriation sans juste compensation? C'est une bonne question.
évidemment, qu'entend-on par fin d'utilité publique? C'est pas défini dans la loi. On parle évidemment de, je peux présumer, s'il y a par construction d'une route, peut-être, qui pour l'ensemble de la population, d'une autoroute ou d'autres choses là, qui est vouée à l'utilité publique. Est-ce qu'il y a une façon de se protéger contre ça avant le projet de loi 70, pour que le gouvernement puisse procéder, il devait suivre les modalités de sa propre loi, qui sont la loi sur l'expropriation. Et à l'intérieur de cette loi-là était fixé, effectivement, la compensation était selon la valeur du bien. Évidemment, la loi sur les mines, malheureusement, vient changer ça, et le détenteur de claim ne sera compensé qu'à la hauteur des travaux qu'il a mis. C'est un gros changement, mais le gouvernement a la possibilité de déroger à la loi sur l'expropriation, et c'est ce qu'il a fait en vertu de la loi sur les mines. Une dernière question dans la salle. On a plusieurs à prendre deux dernières questions. Ici et lui. Bonjour, M. Mariage. Bonjour. Vous avez évoqué d'entrée de jeu que la philosophie du gouvernement, ses objectifs étaient d'exploiter de façon optimale les ressources, toujours dans le cadre du développement durable. On a eu un débat l'an dernier sur les royautés ad valorem, l'augmentation de ces royautés-là. Et quand on fait les calculs, c'est très mathématique, en augmentant la royauté ad valorem, on se trouve à écrémer un gisement, essentiellement, plutôt que d'essayer d'exploiter optimalement les ressources. Alors, la question que j'ai, c'est est-ce qu'éventuellement, cette philosophie de vouloir percevoir de plus en plus d'impôts en amont, c'est réversible au niveau du gouvernement, d'après vous? Je crois que c'est une question pour un politicien, ce que je ne suis pas. Écoutez, la seule chose que je pourrais vous dire à cet égard-là, ces modifications-là, justement, à la loi sur l'impôt minier, ont été introduites par le gouvernement suite au forum sur les redevances. Elles ont été confirmées par le projet de loi 65 qui devait faire l'objet d'études en commission parlementaire cet hiver. Pour rentrer en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2014. Et là, nous sommes en élection. Alors, rien de cela n'est fait. Le budget n'a pas été adopté. Le projet de loi 55 est mort au feuilleton. Alors, c'est en ce moment les réformes la loi sur l'impôt minier qui ont été adoptées en 2011, je crois, par Raymond Bachand, à l'époque ministre des Finances. Alors, c'est ce qui prévaut pour l'instant. Ça reste à voir. Évidemment, avec la flambée des prix, tout le monde veut que la collectivité en profite davantage, et c'est, je crois, une attente tout à fait justifiable. Mais comment ça s'opère, ça, vous pourrez poser la question aux politiciens qui se promènent à travers le Québec en ce moment. On va voir s'ils vont vous répondre. Dernière question. Oui, bonjour. Alexandre Desjardins du Centre québécois du droit de l'environnement. Donc, vous avez mentionné dans votre présentation que le seuil d'assujettissement au processus des articles 31.1 et suivant de la LQE, là, ça a diminué de 7000 tonnes par jour à 2000. Par contre, il n'y a rien qui est prévu pour ce qui est de la modification d'un projet. Donc, corrigez-moi si je me trompe, il n'y aurait pas un problème si un projet est autorisé, par contre, par exemple, à 7000 tonnes par jour, puis qu'après, 2 ans plus tard ou 3 ans plus tard, il y a une modification, et puis que ce soit maintenant un projet de 15 000 tonnes par jour. Et là, les gens ne seraient pas consultés pour cette modification-là, qui pourrait avoir quand même un gros impact. Et pire, il n'y aurait pas la possibilité ou le risque qu'un projet soit autorisé à moins que 2000 tonnes, par exemple 1500 tonnes par jour, puis après soit modifié à plus que 2000 tonnes, donc pour passer à côté là, du processus de consultation publique. Là. Donc, finalement, ce que vous me demandez, c'est que si des compagnies choisiraient volontairement, afin de passer en dessous le radar, de modifier ou de déposer des plans
d'aménagement, une étude de faisabilité en dessous de 2000 tonnes par jour pour ensuite... Écoutez, on peut jamais empêcher... Les gens qui veulent être malhonnêtes, je pense qu'on peut jamais empêcher les gens de l'être. Moi, honnêtement, ça me surprendrait beaucoup parce que, je veux dire, de faire passer un projet au-dessus du seuil ou en dessous, il y a des coûts rattachés à ça. Ça coûte de l'argent de traiter davantage de minerais par jour. Il faut le prévoir dans son plan, il faut que son usine soit prête. Alors, c'est sûr et certain que si une compagnie bâtit une usine pour traiter 10 000 tonnes de minerais par jour, mais qu'elle déclare au gouvernement avec un certificat d'autorisation pour avoir 1999 tonnes métriques par jour, d'après moi, il y a des fonctionnaires au ministère de l'Environnement qui vont poser des questions. Alors, est-ce que c'est possible? Peut-être. C'est sûr et certain que des modifications importantes au beau minier doivent faire quand même... Il va y avoir des nouveaux CA qui doivent être obtenus. Moi, ça m'en paraît peu probable. Peu probable. Merci beaucoup, M. Maria. On a donc 10 minutes de pause, si vous voulez bien. Et on retrouvera tout le monde en région très bientôt.